Bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans l'économie de la zone euro. On a pas mal de sources sous les yeux et on va s'intéresser particulièrement à la France. On parle de dette, de croissance, d'inflation. Bref, on essaye de décrypter comment les politiques économiques composent avec tout ça. Oui, et le cœur du sujet, en fait, c'est cette situation un peu unique. Une seule politique monétaire pour tous, celle de la BCE, mais des budgets nationaux très différents les uns des autres. Tout à fait. C'est ça qui rend l'analyse compliquée et intéressante aussi. Et justement, en parlant de situation nationale, il y a un chiffre qui marque pour la France dans nos documents. La dette publique. 112% du PIB au deuxième trimestre 2024. Mhm. Ça fait 3,228 milliards d'euros. On est loin, très loin de la limite européenne des 60%. Ah oui, très loin. Et apparemment, le déficit 2024 sera aussi plus élevé que prévu, au-dessus de 6%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette situation? Ça veut dire d'abord une contrainte. Une contrainte très forte pour les décisions budgétaires à venir en France. Comme le rappellent les sources, cette dette, bon, elle ne date pas d'hier, hein, c'est le résultat de décennies de déficits accumulés. D'accord. Alors si on compare, l'Allemagne est juste au-dessus des 60%, donc la France est dans une situation, disons, plus tendue. Moins critique que la Grèce ou l'Italie, certes, mais tendue quand même. Et surtout, il y a le coût. Le coût. Oui, le coût de cette dette. Ce qu'on appelle le service de la dette, les intérêts qu'on paye chaque année. Un des articles chiffre ça à 48 milliards d'euros, 48 milliards. juste en intérêts. Oui, c'est de l'argent qui pourrait aller ailleurs, au service public, à l'investissement. Et d'ailleurs, cette situation, ça place la France sous procédure pour déficit excessif de la part de l'Europe. Ah oui, la fameuse procédure. C'est ça, une surveillance renforcée qui peut mener à des recommandations, voire plus si la trajectoire ne s'améliore pas. Ça illustre bien la marge de malheur qui se réduit. Bon, si on regarde maintenant un peu plus largement, la zone euro en 2023, d'après nos sources, le tableau est assez contrasté, non? Ah oui, complètement. C'est une vraie mosaïque. Prenez l'Allemagne. 2023, c'était une légère récession, moins 0,2% de croissance. Hmm. Mais, en même temps, un chômage très faible, à 3,1%. Incroyable. Et à côté? À côté, l'Espagne. Belle croissance, plus 2,5%, mais un chômage qui reste très élevé, presque 12%. D'accord, le grand écart. Exactement, et la France, elle, se situait un peu entre les deux. Croissance modeste, 0,7%, et chômage à 7,6%. Et puis il y a l'Italie, qui surprenait cette année-là avec une inflation très basse, 0,5%. C'est fou, cette diversité quand même. On dit la zone euro, mais les réalités sont vraiment plurielles. Tout à fait. Alors, comment la politique monétaire unique de la BCE, ses taux directeurs par exemple, comment elle peut être adaptée à des situations si différentes? Mais c'est toute la difficulté. La BCE, elle, vise la stabilité des prix pour l'ensemble de la zone autour de 2%. Mais l'impact d'une décision, par exemple une hausse des taux, ne se diffuse pas de la même manière partout. Ah oui, comment ça? Prenons l'immobilier. Une hausse des taux va peut-être freiner beaucoup plus fort le marché dans un pays où les prêts sont surtout à taux variable, comme en Espagne, que là où les taux fixes dominent. D'accord, je vois. Donc une même décision, mais des effets très différents sur le terrain. C'est ça, des effets inégaux. Donc si je résume un peu la tension qu'on voit dans les sources, Mhm, d'un côté on a des budgets nationaux comme en France qui sont très contraints, mhm. la dette, les règles européennes, leur marge de manœuvre est limitée. Oui, c'est ça. Et de l'autre, une politique monétaire décidée à Francfort qui doit valoir pour tout le monde, mais qui n'affecte pas tout le monde pareil. Comment ces deux outils, le budget national et la monnaie européenne, comment ils arrivent à piloter l'économie? Ils interagissent, mais c'est complexe. Et parfois, ils peuvent même tirer dans des directions opposées. La politique monétaire de la BCE, elle donne le ton général, disons, le coût de l'argent. D'accord. La politique budgétaire, les dépenses, les impôts, c'est le levier national direct sur l'activité. Mais comme on l'a dit, ce levier est limité par la dette et par les règles communes. Le cas français, c'est un peu l'exemple type de cette marge de manœuvre qui se réduit. Hmm. Et on voit d'autres pays comme l'Italie qui annoncent vouloir réduire son déficit, faire des efforts d'ajustement à cause de ce cadre commun. Donc l'efficacité globale pour stabiliser l'économie, ça dépend vraiment de cette interaction, de cette coordination, ou de son absence parfois. Ce qui ressort finalement de tout ça, c'est vraiment l'image d'un exercice d'équilibriste permanent. Ah oui, tout à fait. Pour les décideurs, jongler entre les règles communes, les réalités nationales qui sont très diverses, et puis des outils politiques dont les effets sont pas toujours ceux attendus ou sont différents d'un pays à l'autre,
C'est loin d'être simple. Exactement. Et ça pose une question importante pour l'avenir, une question qui dépasse un peu nos lectures d'aujourd'hui d'ailleurs. Face à ces divergences qui durent et ces contraintes budgétaires fortes, comment est-ce qu'on pourrait mieux articuler les politiques budgétaires nationales et la politique monétaire commune? Bonne question. Comment faire pour que l'ensemble soit plus stable et plus efficace pour la zone euro? C'est sans doute un des grands défis pour les années qui viennent.